Quoi de neuf, docteur ? Sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 3e épisode de la seconde saison de Quoi de neuf, docteur, la première émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Et pour ne pas parler d'histoire aujourd'hui, on va pas parler d'enseignement non plus, puisqu'on n'a pas avec nous des vrais profs, bien entendu. Alors on aurait pu commencer par la phrase de notre ancien président, à qui on pense, qui ne trouve que les professeurs ne feraient que 24 heures de travail dans la semaine, en plus de 6 mois de vacances. Et je préfère prendre de la hauteur avec un autre condamné qui est Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Je suis toujours Pierre Sartoff et vous êtes bien dans Quoi de neuf, docteur. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Pour présenter les invités, j'ai été sur l'article « Ces profs de fiction qu'on aurait adoré avoir en cours ». Et pour commencer, notre invité permanent, elle aurait été Dumbledore, car c'est notre président, à la fois exigeant, sage, sans manquer d'un certain humour. Surtout, il sait tout sur tout, c'est Pierre Suer. Comment ça va, Pierre ? Cependant, non, mais oui, ça va très bien. Pas du tout la référence, j'ai jamais vu Harry Potter. Ah oui, non, c'est, tu sais, à la fin, il distribue les points pour dire telle maison a bien gagné, machin. Donc, non, Dumbledore, ça me va, mais bon, ça va très bien. Ça va très Toi, bien, tu étais aussi ancien prof avant d'être. Tout à fait. Donc, je sais de quoi tu parles. Aiguisé, avisé sur la question. Et j'arrive plus à parler, où se retrouve-t-on aujourd'hui ? Eh chez Histoire d'en parler, on peut me retrouver aussi à la maison de Jeanne d'Arc. Alors c'était pas toi, c'était pour l'enregistrement, on se retrouve où aujourd'hui ? J'ai pas compris. On se retrouve où aujourd'hui ? C'est une question très simple. D'accord, on est chez moi, on est en train de regarder le paysage, voilà. Donc on n'est pas en studio, on est chez moi, voilà. Et c'est la première fois qu'on enregistre ici. Tout à fait. On va présenter nos deux invités maintenant. Ensuite, car elle est un modèle de chercheuse moderne, curieuse et courageuse face à l'inexplicable. On est dimanche, donc j'ai du mal à lire. Elle serait la docteure Jane Foster. Dans l'univers Thor, c'est Alice Ems. Ça se prononce bien comme ça. Ems, pardon. Professeure d'histoire-géographie dans le secondaire et chercheuse à ses heures perdues sur l'histoire antique. Tu reviens justement tout juste d'Athènes, Alice. Pas trop franc en Lorraine. Point d'interrogation. C'est une question. C'est 27 degrés quand même à Athènes. Du coup, là, je me sens très très mal. Ah, dur. Psychologiquement et physiquement. Avec son style d'aventurier, ses nombreux voyages, sa quête du monde d'avant, puis je parle bien du Second Empire, il ressemble en somme au professeur Henry Jones, c'est-à-dire Indiana Jones et Pierre Toussaint, professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, qui prépare actuellement l'agrégation et qui pourrait prochainement débuter une thèse sur la période de Napoléon III. Bienvenue à toi, Pierre, puisque nous sommes 3 aujourd'hui. Oui, bonjour, comment merci. vas-tu ? Ça va très bien, effectivement. Les pierres sont en majorité autour de cette table. Oui. Moi, je ne donnerai pas la température d'où je viens, il faisait pas 27 degrés, peut-être même moins 27, mais on est là, on est content. Tu viens d'où alors ? Là, je viens de Sedan, les Ardennes belges, l'effet de faune allemand, bref, il fait pas très beau là-haut. Non, pas très chaud non plus. Pas très chaud non plus. Quoi de neuf, docteur ? Non, jamais entendu parler. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Quoi de neuf, docteur, on ne fait pas les choses à moitié, puisque ici les invités ne sont pas simplement présentés comme je viens de le faire, ils ont aussi droit à leur bande son. Et c'est notre professeur de solfège, Pierre, qui s'en charge. À toi la scène, Pierrot, fais-nous vibrer. Oui, du coup, pour vous présenter, on va faire un petit détour par la musique. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez tous les deux un intérêt prononcé pour 2 figures du 5e siècle avant notre ère. Alice, tu as un intérêt pour Aspasie, et Pierre un intérêt pour Cincinnatus. Que je crois ne pas me tromper. Donc peut-être pour présenter rapidement ces personnages, si vous voulez dire qui sont Aspasie et Cincinnatus, moi je fais une présentation vraiment en mode rapido quoi, mais si vous voulez rebondir sur ce que je dis, puisque c'est un peu synthétique, Aspasie de Milès, c'est une figure intellectuelle influente de la Grèce classique, souvent réduite à son rôle de compagne de Périclès. C'est une métèque, une étrangère à Athènes, et elle ne jouissait pas des mêmes droits que les citoyennes, mais ce statut lui permet aussi d'échapper aux contraintes sociales imposées aux femmes athéniennes, quelque part. Elle tient un salon réputé, fréquenté par des philosophes, des politiques et des artistes, et elle fonde une école pour jeunes filles, défiant un petit peu les normes de son temps, et son éloquence et son esprit sont salués par des auteurs antiques comme Platon, Socrate, Xénophon, qui la décrivent tantôt comme une enseignante de rhétorique, tantôt comme une figure un peu controversée, accusée de manipuler les hommes puissants. Est-ce que c'est exact? Est-ce que tu... Alors, il n'y a pas tout qui est juste. Alors, en fait, elle n'a pas les mêmes privilèges qu'une femme légitime d'Athènes.
Donc oui, non, elle n'est pas citoyenne. Et en fait, aucune femme athénienne n'est vraiment citoyenne puisque la démocratie, elle est incomplète. Et je vais rajouter une petite chose, on appelle ça une étaïre. Elle est venue à Athènes pour faire ce qu'on appelle être une étaïre. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une escorte. C'est une femme illustre qui accompagne les hommes dans les banquets. Okay. Où on boit beaucoup de vin dégueulasse, bien dilué à l'eau, parce qu'il est trop épais. Et donc les femmes n'ont pas du tout le droit d'être dans ces banquets. C'est seulement les femmes qui sont non légitimes, donc pas mariées, et métèques, étrangères. Elles venaient de Milet, Turquie, Asie mineure. D'accord. Voilà, donc on a un petit peu un portrait d'Aspasie. Lucius Quintus Cincinnatus, c'est une figure emblématique de la Rome antique, célèbre pour son intégrité et son dévouement à la République. Issu d'une famille patricienne, il fut d'abord consul en 460 avant Jésus-Christ, mais ruiné après avoir payé la caution de son fils condamné pour son opposition aux plébéiens, il se retire dans une modeste ferme pour cultiver la terre. Et 2 ans plus tard, en 458, alors qu'il laboure ses champs, le Sénat le nomme dictateur pour sauver Rome des Èques et des Sabins qui menaçaient la ville. Et en seulement 15 jours, il organise une armée, il libère les troupes romaines encerclées, il vainc l'ennemi avant de démissionner pour retourner à sa charrue, refusant tout pouvoir prolongé. Rappelé une seconde fois en 439, à plus de 80 ans, il réprime une tentative de coup d'état de Spurius Maelius, puis il abdique à nouveau. Cincinnatus incarne ainsi l'idéal romain de la virtus, la vertu, quoi. Un homme modeste, désintéressé, toujours prêt à servir sa patrie avant de retourner à une vie simple, laissant un héritage de vertu civique et de sacrifice. Effectivement, là, c'est un très bon résumé. C'est ce modèle de la virtus qui m'intéressait beaucoup, très différente de celle de l'époque augustéenne. Donc là, on n'est pas du tout en Grèce ancienne, on l'a bien compris, on est à Rome. Très différent d'Aspasie aussi, parce qu'il est issu d'une famille patricienne, il n'est pas courtisane comme l'était Aspasie. Et moi, ce qui me plaît beaucoup chez cet homme, c'est l'idée de avoir ce qu'on appelle la dictature, qui est une magistrature assez exceptionnelle. C'est 6 mois de plein pouvoir, J'aime après bien lequel... La dictature, c'est le genre de phrase à pas sortir de son Voilà, contexte. effectivement, là on est dans le contexte romain. Souvenons-nous de Jules César qui s'est fait assassiner pour avoir essayé de prolonger, et d'avoir prolongé d'ailleurs la dictature. Lui, il revient au chant et c'est un modèle d'humilité qui m'intéresse beaucoup parce que je le lis aussi au métier d'enseignement, je pense qu'on y reviendra. C'est un métier qui nécessite énormément d'humilité, et vu que je suis... extrêmement figure humble. d'humilité, Voilà. et très humble. J'ai pris le nom d'un patricien romain, voilà. Très bien. Et Pierre, du coup, par ailleurs, tes mémoires t'ont amené à te concentrer sur l'histoire de l'impératrice Eugénie et son rôle dans le conflit franco-allemand de 1870-1871. Et peut-être la chanson la plus célèbre du Second Empire, celle à partir de laquelle je vous propose de composer votre couplet, de vous présenter, c'est L'Empereur, la femme et le petit prince. Donc voilà, Bien tout le sûr. monde connaît cette chanson. C'est dommage qu'on l'ait dans la tête. Ça serait dommage. Voilà, donc comment vous pouvez vous présenter, vous, et où vos recherches avec cette chanson lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, etc. Moi, j'ai quelque chose sur Cincinnatus et sur Aspasie, si vous voulez, mais Alors voilà. on t'écoute et on Vas-y. reprendra le modèle. Oui, vas-y, Ça commence. nous voilà. permet de réfléchir. Par exemple, Cincinnatus, c'est lundi matin, Cincinnatus, l'ancien consul, est venu à Rome pour sauver la péninsule. Une fois sa mission remplie, il est reparti s'occuper de ses champs et de ses radis. Voilà. C'est incroyable. Pas mal, pas mal. Les rimes sont bien trouvées. Ouais, tiré par les cheveux quand même. Je sais pas, c'est court, hein, tu vois, Oui, c'est l'empereur, la court, femme et c'est le petit court. prince. Aspasie, si vous voulez. Mardi matin, Aspasie, Périclès et leurs gamins sont venus chez moi pour parler politique. Mais comme j'étais un peu critique, Aspasie a dit, puisque c'est ainsi, nous ferons une école philosophique. Voilà. Oh, pas mal, pas mal. Les syllabes sont beaucoup trop longues. Oui, mais c'est Et après, entre Cincinnatus et Aspasie de Milet, effectivement, c'est compliqué de... Mais la chute est toujours bien, du coup on a l'impression que le paragraphe va, voilà. été nickel parce que la chute est parfaite. Donc voilà. Mais si vous voulez, j'ai quelque chose sur Eugénie aussi. Ah, je veux bien. Mais après, d'abord vous, est-ce que Prends vous des avez bijoux. Voilà, c'est ça, c'était... Ah oui, oui. Oui, on en reparlera. Sur Eugénie, c'est mercredi matin, l'impératrice et son empereur de Marie ont fait la guerre de 70. Ça va pas du tout en termes de pieds, quoi. Voilà. Mais ça s'est mal fini. Et donc, ils sont partis, puisque c'est ainsi, elle va au Royaume-Uni. Oui. Voilà. C'est, si on peut résumer. En tout cas, c'est factuel. Là, c'est factuel. C'est pas de jugement. C'était justement ton mémoire de voir Voilà. les jugements portés sur l'impératrice Eugénie. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer sur... Ah, il faudrait trouver un rythme. Moi, j'aurais bien commencé au début de la semaine et à chaque semaine rajouter un élément différent. Alors après, la musique, elle va vite être longue. Moi, les rimes, ça me terrifie. Je vous les ai dit, j'en ai préparé d'avance parce que ça me terrifiait. On t'écoute. Alors,
Sur mon petit carnet, j'ai trouvé poésie, extasie, hérésie, jalousie pour Aspasie. D'accord. Je reviendrai sur ces différents mots, puisque là, je vous annonce Aspasie, extasie, ça fait un petit peu bizarre. Bah, tu te dis, si c'est une femme de luxe, une escorte de luxe, on peut imaginer peut-être... Bah, c'est surtout pour une sorte de poétique extase, dans le sens où, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a le Parthénon, les pyrolés, qui sont créés, et donc on a cette extase de la cité-État qui devient très puissante. Ok. Donc c'est pas l'extasie, la drogue. Moi j'étais Non, vraiment voilà. sur la drogue dure. Non. Ouais. D'accord. Et Donc pareil pour l'hérésie n'existent pas à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de chrétiens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est plutôt Pas de encore. l'impiété. D'accord. Voilà, on parlera de l'impiété si on pourra. Ok. Elle est jugée pour impiété au 5e Ok. siècle avant Jésus-Christ. C'est quoi, c'est mauvaises mœurs, quoi, en gros C'est mauvaise mœurs, exact, et aussi le fait de ne pas avoir assez donné d'offrandes aux dieux. Ah, Voilà. Ou alors Cool. d'être rentré dans un temple où il ne fallait pas rentrer. Ah oui. Ça dépend. Il y a des Ok. choses qui sont pour les hommes et des choses qui sont Donc pour les femmes. aspasie, hérésie, extasie, tu disais jalousie. Ouais. Jalousie, il y a des choses... Jalousie, beaucoup de jalousie dans le théâtre. On l'a traité de chienne. Voilà. Sachant qu'on serait jeudi. Oui, là, on Donc- serait jeudi matin. là. Donc tout rime en plus. Mhm. Oui, c'est ça. Jeudi midi même. Jeudi Poésie. midi. Aspasie Et son extasie. faisait de la poésie. Ah, c'est mieux. Et... Mais voilà, enfin, faut construire ça, quoi. Eh ben, on écoute. Mais non, mais c'est pas... moi j'ai proposé des choses, mais voilà. Et pour Cincinnatus, pour Eugénie, est-ce que alors tu as là, des choses pour Eugénie, je cherchais des noms qu'on pourrait mettre en parallèle et que ça rime. Alors je ne trouve pas. Alors mettez Eugénie. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Eugénie? Alors, ce qu'il faut savoir, Eugénie, espagnole, elle est étrangère, née en 1826, beaucoup plus jeune que Napoléon III au moment du mariage, femme très pieuse, un peu caractérielle, si on en suit bien les sources. Est-ce qu'on peut dire qu'elle était pieuse à la folie? Elle était pieuse à la folie. Non, il y a un... Je l'ai pas. Mais il y a un rime. Pieuse à la folie. Folie, Eugénie, le I. Non, Ah ouais, ok. Rime pauvre, excuse-moi. Tu veux Ok, Pierre? non, on va continuer à réfléchir. Non, parce que évidemment avec génie c'est facile, mais non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on... Vas-y, continue. Si t'as des... Là, parce que tu parlais de la guerre de 70, alors j'étais, ça pourrait être sympa de refaire l'itinéraire, mais pareil, il faut trouver des noms, et puis le problème, c'est que les belligérants, c'est les Allemands, donc aller trouver... les Allemands et Sedan. Ouais, les Allemands. Allemands et Sedan, tu vois, ça Allemands, rime Sedan, déjà. ouais. Et une rime pauvre aussi, mais... Parce que Bismarck, ouais, trouver une rime en marque, c'est pas évident. Non. Non. Guillaume II non plus. Guillaume II, ça va. Bismarck, c'est un invité de marque, tu vois, enfin, genre un truc. Ouais. Mais enfin, je sais pas, on va continuer à réfléchir si Ouais. tu veux. Non, si vous avez des éléments, voilà, c'est juste pour essayer de trouver des mots pour créer cette... Pour créer cette chansonnette. Alors, le problème, c'est que je vais vraiment y réfléchir tout le long du podcast pour essayer de construire le début et une fin. Eh ben, on verra ça peut-être à l'issue de l'émission. À l'issue de Et l'émission, tu nous posteras. On aura peut-être quelque chose de qualitatif ou Voilà. qui tient la route. Eh bien, je vous propose qu'on fasse comme ça. Quoi de neuf, docteur? Sur RCF en Lorraine. Vous êtes toujours à l'écoute de Quoi de neuf, docteur, avec Pierre et Alice, et c'est l'heure du moment qu'on attend tous, le jeu des fun facts. Le concept est simple, une question autour d'un fait historique plutôt fun. Théoriquement, il est impossible de trouver la réponse du premier coup si vous l'avez, pour le coup, pas un mot. Et à vous de mener l'enquête en posant les bonnes questions. Promis, je donne quelques indices si vous êtes sympa. Entre deux réponses, on papote évidemment de vos recherches, de votre vie, de l'enseignement. Et vous, auditeurs, vous pouvez aussi deviner depuis chez vous. C'est parti, à vos neurones prêts, partez. Pour information, Pierre, je parle de Pierre, mon co-présentateur, n'a pas les réponses non plus, même s'il fait souvent le malin. Eh bien, question 1. Le pape Grégoire IX a fait une bulle. Est-ce que vous savez tout ce que c'est une bulle papale? Ça va. C'est un document scellé du latin bulla, qui veut dire sceau, par lequel le pape pose un acte juridique important tel que l'interdiction d'une naissance, l'édiction d'une naissance, une nomination épiscopale, une définition dogmatique ou la convocation d'un concile. Eh bien, ce pape Grégoire IX a fait une bulle condamnant quelqu'un comme serviteur du diable, mais qui? Alors, Grégoire IX, on est à quelle époque? Ouais, Moi, c'est ça. j'ai l'impression qu'on est au XVIe siècle de C'est mémoire. pas quelqu'un Mais de connu, hein, c'est pas quelqu'un de une connu. catégorie. D'accord. Ah oui, non, on n'est pas sur... oui. Non, on n'est pas sur un nom. D'accord.
Parce que oui, moi dans ma tête, Grégoire IX, c'est les saints, c'est les papes du XVIe siècle. Justement, on parlait Mais- de hérésie, donc. Alors moi je le plaçais pas là, Grégoire IX. Moi je crois que c'est papes un peu médiévaux, inconnus. Alors, il est mélangés. mort en 14e, 1241. Ouais, 13e, ouais, je le voyais plutôt au 13e siècle. Bah, très bien. Eh ben, On l'embrasse. on embrasse le XIIIe siècle, mais donc qu'est-ce qu'on peut condamner au XIIIe C'est siècle? une catégorie religieuse? Non. C'est pas une catégorie religieuse. Ce serait pas hyper fun. Ouais, mais non. Oui, ce sont. On va Est-ce les que- cibler. Est-ce que ce sont des humains? Non. Est-ce que c'est en lien avec les mœurs? Respect des mœurs. Je ne sais pas répondre à cette question. Non, je ne sais pas répondre. Mais Est-ce que c'est en lien avec je ne des crois pas. animaux? Est-ce que C'est en lien avec des animaux. prononciation d'excommunication des animaux de la ferme parce que C'est des choses qu'ils ont fait, ces animaux? Non, c'est leur nature propre. D'accord, donc c'est pas des nuisibles, on est vraiment sur... tu vois, c'est Ah, pas ils genre sont pas des nuisibles, ça dépend. c'est l'excommunication des sauterelles de Grégoire IX, quoi, tu vois, genre c'est Non, non, non. Non, c'est Est-ce pas que ça. c'est Non. des animaux vraiment eux-mêmes? Ah si, il y a un ou lien c'est avec des le dessins? mœurs. Pardon. Non, non, c'est les animaux eux-mêmes. Ok, c'est pas des dessins d'animaux. Est-ce que ça serait pas les animaux détestés de tout temps, du genre les chats par exemple? Et c'est la bonne réponse. C'est les chats, d'accord. Eh oui. Eh bien, je Chat vous noir. lis l'article. C'est par une bulle du pape Grégoire IX en 1233 que le chat fut déclaré serviteur du diable, tout simplement. c'est vrai. Oh, Mais moi on qui ai un chat noir en plus. on le dit pas vraiment. assez. C'est parce qu'ils voulaient prendre le Probablement. contrôle d'Internet, ça encore. C'était la mode à l'époque. Probablement en raison de son appétit sexuel et de ses longues périodes de sommeil diurne. Dont parle du chat, oui. Paresse et luxure, le mélange explosif au regard de la morale était tout trouvé. Je lis l'article, hein, toujours. Donc c'est les mœurs des chats. Non mais Grégoire IX, il devait avoir une mauvaise expérience avec le chat Ouais, je pour en pense arriver aussi. là. Il était excédé, le bonhomme. Ouais, je pense qu'il détestait les chats. Et il s'est dit, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. Il a rencontré un chat qui avait le syndrome du tigre et il s'en est jamais remis. C'est quoi le syndrome du tigre Bah, du chat? c'est des chats qui sont malades et qui vraiment vont te sauter au visage et te griffer, mais très violemment. C'est terrible. Et ouais, c'est une maladie en fait. Tu viens, Un syndrome. tu viens de diagnostiquer mon chat, merci. Je l'apprends en direct, c'est génial. Et on l'embrasse. aussi. Et du coup, normalement, chaque fun fact a un lien avec la question qui suit. Quel est le lien? Et souvent, il n'y a pas de lien. D'accord. Voilà. Mais dans l'idée, c'était ça à la base, notre architecture. C'est comme ça qu'on l'a vendu, notre émission. Et du coup, la question est, présentez-vous. Quel est votre parcours? D'où vous venez? Est-ce Qu'est-ce que que vous vous faites? prononceriez une bulle d'excommunication Voilà. des chats? Enfin voilà, vous avez tous les deux des chats. A priori. Oui, donc Oui, non, voilà. ça peut pas. C'est non, c'est non. Quoique, Ouais. moi j'ai le Orange Cat, hein, avec toutes les caractéristiques qu'on lui prête, le chat un peu fou. Garfield. Ouais, un peu plus maigre. Il parce aime que la là, pizza? il aime les lasagnes. Ah ouais. Ouais. C'est les lasagnes, mais le Pizza, mien c'est ne les dirait tartines pas ninja. non à un bon plat de lasagne. Après moi, la luxure, vraiment, la mienne, elle s'appelle Hera et franchement, elle le porte très bien, quoi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pas parce Pourquoi que- Hera? Enfin pourquoi? parce c'est la que, chanson forcément. de- Améno, voilà, c'est ça. Hera, Améno. reine de Grèce, de la mythologie grecque, femme de Zeus. Donc, elle se prend pour la petite reine chez elle. Hein, c'est chez elle, clairement. C'est la reine dans son royaume, chez moi. Eh ben, très bien. Et du coup, Du coup, c'est vrai qu'après on connaît le nom des chats, mais pas notre parcours, du coup, Oui, c'est vrai. à ce stade. Je te laisse commencer peut-être. ma vie a commencé quand j'ai pris un chat, tout simplement. Du coup, moi, j'ai passé une licence avec Pierre. Pierre Toussaint, du coup, Pierre je Toussaint, tout à fait. précise. On s'est séparés en master, parce que moi je suis allée en master MEF. Donc, et, qu'est-ce que le master MEF? Oh, Non, je mais- sais même plus ce que ça veut dire. Non, ça là, veut- peut-être pas l'acronyme. Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Oh, qu'il est Ah. fort. De mémoire. Moi j'ai oublié, je pense que je me suis pas forcée à l'oublier. Vraiment, Il- c'est parti de mon Il cerveau. y aura une question sur la formation des profs, si vous voulez. Je pense qu'il y a toujours un moment où le Master MEF et l'INSPE, on essaye de l'oublier. Ouais. Ça doit rester un mauvais souvenir. L'Institut pour les national de spécialisation de la professorat de l'éducation. Qu'est-ce Non, j'en sais qu'il est rien, j'en sais fort. rien. De toute façon, on n'a personne pour vérifier. donc. Et j'ai eu mon concours en 2000. Oh, je ne sais même plus déjà. Oh là là, 2022, 23. En combien avant Hera, quoi, c'est ça. Et après, je suis allée travailler dans plusieurs collèges et maintenant je suis dans un collège à Nancy. Voilà. Ok. Et j'ai Sympa. tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Et c'est un tout petit collège, donc je suis la seule prof d'histoire géo. Je m'ennuie toute seule dans ma matière. Hmm. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de rester avec des associations, histoire d'en parler, à PHG pour... L'association des profs d'histoire-géographie. voilà. Celui-là, on le connaît. Celui-là, on le connaît. Pour pouvoir rester toujours connecté, parce que tout seul dans sa petite grotte, c'est triste. Voilà.
Et je ne me dirais pas chercheuse, puisque je ne cherche pas sur ma mathématique Aspasie. Qu'est-ce qu'un chercheur ? Ouais. Les Français veulent savoir. Je ne sais pas, moi je n'ai pas du tout fait de formation de recherche, pas du tout. C'est vraiment ciblé que enseignement, donc je suis pas une pleine historienne en fait finalement. Finalement, je suis un mensonge. Non, tu es une historienne géographe. Puisque Voilà, mais transmets. vraiment pure pédagogie pour des collégiens et des lycéens, mais je ne sais absolument pas faire de recherche. Et on en reparlera, mais aujourd'hui, ce que je fais avec Aspasie, c'est un roman historique. Donc toutes les recherches, elles sont déjà faites. D'ailleurs, c'est Danielle Johanna, une helléniste historienne, qui a fait ça. Et en fait, tout simplement, moi, ce que je fais, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur Aspasie. En fait, on a plein d'hypothèses. Par exemple, on n'est pas sûr qu'elle a fait une école des femmes. On se demande aussi si elle Comment ça se fait ? C'est le manque de sources ? C'est le manque de sources. On n'a aucun écrit d'elle. On n'a que des hommes qui écrivent sur elle, et d'ailleurs de façon pas très sympathique. Et en plus, la Grèce, elle a tellement été ruinée, Perse, Sparte, Empire ottoman, qu'en fait, on n'a vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, les Romains, ils s'intéressent tellement à la Grèce que c'est grâce aux Romains qu'on sait à quoi ressemble Périclès, parce que on n'a pas de statue grecque de Périclès et de Aspasie, en fait, quasiment, c'est que des recopies, des copies romaines. Donc vraiment gros manque de sources, pas d'écrit d'elle, puis c'était anachronique. Enfin c'est anachronique ce que je fais de parler d'une femme, parce qu'à l'époque on ne parle pas de femmes en Grèce, on n'écrit pas sur les femmes. Il y a vraiment que des livres et des sources de Périclès, et puisque c'était la compagne de Périclès, on en parle quand même un peu. C'est la pièce rapportée. Exactement. Okay. C'est des choses qui changent pas tellement d'ailleurs avec les époques un peu plus contemporaines. L'histoire des femmes, c'est quand même assez récent, et c'est tout un enjeu d'ailleurs dans l'enseignement secondaire d'essayer de faire ressortir des figures de femmes dans nos cours, quoi. Eh bien justement, Pierre, qui es-tu ? Oui, alors moi je suis Pierre Toussaint, Bonjour Pierre Toussaint. J'ai fait une licence d'histoire avec Alice, on a partagé les galères pendant 3 ans, on a connu le Covid pendant notre licence, notre entrée en master, c'était en pleine période de Covid. Moi j'ai pris ce qu'on appelle la deuxième voie, parce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les études d'histoire, en général en licence il y a une rupture. La première, c'est celle de ceux qui vont vers l'enseignement et ceux qui vont vers la recherche. Moi j'ai été dans la deuxième voie, j'ai fait une recherche. La seconde voie, un master d'histoire contemporaine. Je voulais me spécialiser dans le 19e siècle. Je me suis spécialisé sur le Second Empire, qui est la période que je préfère depuis le lycée. Et c'est pas parce que je viens de Sedan. Pourtant, c'était pas à l'époque bien enseigné. Ah si, t'étais quelle réforme du bac ? Alors, parce que nous, à notre époque, avec Pierre, pour le coup, le Second Empire, voilà, justement, ça serait pas. Je pense il faudra en revenir si on en parle de. On va parler des chapitres. Génial. Moi, je suis vraiment de la période avant 2016. J'ai eu mon bac en 2017. Donc, en fait, je n'ai pas connu le Second Empire avec les PPO que nous avons au lycée, où on enseigne bien les points Napoléon. De passage obligatoires. Les points de passage obligatoires, c'est choses un petit peu compliquées parfois, parce qu'on nous demande d'enseigner des choses très concrètes. Mais non, moi, je suis vraiment à une époque où le Second Empire, c'est très peu connu. Marin Manzin, qui nous écoutera peut-être, je l'ai agressé pour qu'il arrête de mettre les livres sur le Second Empire tout en bas des étagères. Finalement, il les a mis tout en haut. Donc là, au hall du livre. Au hall du livre. Ouais, j'ai le même combat avec le Liban. Voilà. Donc non, vraiment une période assez peu connue, mais j'ai donc travaillé sur un sujet historiographique. Je pense qu'on y reviendra aussi, mais 2020, c'était le centenaire de la mort de l'impératrice Eugénie et le 150e de la guerre de 1870. Donc le sujet était tout trouvé. Elle meurt en 1920. En 1920, elle est née en 1826 et elle meurt en 1920. Donc elle a tout un parcours après, quoi. Ah oui, Napoléon III lui meurt très vite. Complètement. 1873. Elle a connu, elle a connu ce que Hobsbawm appelait le long 19e siècle, c'est-à-dire que c'est elle qui va envoyer un message, une lettre au gouvernement français pour remercier du retour à l'Alsace-Lorraine. Donc c'est quand même quelque chose, elle a fait tout le long 19e siècle. J'ai fait mon master recherche et puis ensuite il me fallait gagner de l'argent et manger. Travail. Et donc par conséquent, j'ai fait le pari fou de passer le CAPES en moins d'1 an, à une époque où il se passait encore en 2 ans. Donc j'ai fait une prépa un peu bâclée où j'ai été formé, j'ai eu le CAPES et j'ai enseigné à Poincaré en lycée. Et comme les jeunes de 24 ans qui ne sont ni mariés et qui n'ont pas d'enfants, on nous envoie faire le baptême du feu à Créteil. Évidemment. Et ça fait 2 ans que je suis à Créteil, je m'y plais bien. Okay. Dans la ville de Créteil ou dans l'établissement ? Non, dans l'académie de Créteil, dans la ville de Meaux, en pleine Seine-et-Marne, juste à côté de la A4. Voilà, le bastion de Jean-François Copé. Qu'on embrasse aussi.
Et j'avais une autre question en plus, je sais pas si vous voulez forcément en parler, en plus on pourra toujours couper si besoin, mais Alice, toi tu as choisi l'enseignement privé, Pierre, tu as choisi l'enseignement public. Pour le coup, moi j'étais aussi de la team enseignement privé et Pierre était aussi de la team enseignement public. Il y a trop de Pierre autour de cette table, mais en gros il y a 2 contre 2. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Je commence ? Vas-y. Alors, au-delà de toutes les considérations un peu politiques qu'on peut avoir, effectivement, ça résulte toujours d'un choix. Hein. On sait les enjeux, on connaît les problématiques qui sont dans le privé et dans le public. Encore que c'est pas systématiquement vrai, puisqu'il faudrait sortir de l'idée que le privé c'est simple et le public c'est difficile. Dans le privé on a des moyens et dans le public on n'en a pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on sait, quand on est enseignant à Créteil dans un établissement public placé REP, qu'en général on est dans une REP+, qui n'a pas de moyens, donc finalement on est dans les conditions sociales et les problématiques sans les moyens, donc c'est plutôt compliqué. Il faut aussi savoir, et ça Alice elle en parlera mieux que moi, mais que quand on est dans le privé, la possibilité d'évoluer est beaucoup plus restreinte que dans le public. C'est-à-dire quelle évolution possible ? On ne peut pas devenir PFA. Pas d'accord. On ne peut pas devenir IPR non plus. PSA, je l'ai PFA, pas. c'est professeur formateur, c'est-à-dire que cette volonté de enseigner dans des INSPE, donc d'avoir une marge dans la carrière avec une rémunération quand même meilleure, elle est fermée complètement aux enseignants du privé en fait. Pareil pour devenir IPR, donc là c'est les inspecteurs pédagogiques régionaux, c'est complètement fermé et ça en général nos enseignants du privé ne le savent pas. Non, je ne le savais pas. Et ben bienvenue à toi. Moi pour le coup le privé, je te prends un peu la parole, je trouve que le privé il y avait une ambiance un peu plus cocon et je sais pas ce que t'en diras, mais c'est souvent on parle de petits privés, hein. Oui. Des gros établissements comme ça. Si j'avais de la Malgrange, je pense c'est d'autres réalités, mais moi j'étais sur du privé vosgien en plus. Mais c'était du collège ou du collège lycée ? J'ai toujours été en lycée moi. D'accord. Donc c'était même qu'un lycée et il y avait ce côté un peu cocon, un peu plus où c'était ton établissement et la seule expérience que j'ai fait au lycée aussi, qui était un lycée hôtelier public, j'avais plus cette impression de grosses boîtes comme le public. Ah oui, c'est l'usine où en fait tu connais pas tes collègues, ils viennent tous et ils repartent. C'est une usine, point carré. Ma première année d'enseignement entière, c'était quand même 300 enseignants, en comptant la CPGE, parce que c'est aussi une CPGE. Classe préparatoire aux grandes écoles. Voilà. Je suis désolé, c'est vrai que quand on est dans le domaine de l'enseignement, on a plein d'acronymes qu'on n'explique pas. Toi, Alice, comment tu vois les choses alors ? Alors, pour être tout à fait honnête, ça a vraiment été un choix très égoïste. Moi, je suis une fille du public et dans le privé, on a plus de chances de rester dans la région. Okay. C'est pas du tout la même chose que dans le public. Le public, voilà, vous êtes un pion et vous êtes envoyé là où il y a de la place. Et là, on a besoin de vous. Alors que dans le privé, on va démarcher les chefs d'établissement. On envoie une lettre de motivation. On peut ramener un SAV si on a envie. Moi, j'avais vraiment envie de rester dans la région pour plusieurs raisons. La première, c'est mes chevaux. Je me suis bataillée toute ma scolarité à la fac pour être reconnue comme sportive de haut niveau, mais j'ai jamais été considérée comme sportive de haut niveau puisque c'est un sport qui se fait seul. Donc en fait, ils estiment que je peux faire ça partout. Voilà, que j'ai pas de groupe, que j'ai pas d'équipe, etc. Donc vraiment, je n'ai jamais eu aucun pas privilège, mais aucun aménagement, rien du tout. Et malheureusement, je me voyais très très mal partir dans des régions parisiennes où la pension d'un cheval sont des prix exorbitants. À Meaux, il n'y a pas de quoi avoir. Voilà. Et aujourd'hui, alors à Meaux, on a des champs, mais très peu de chevaux. Hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis dans le privé. Alors on est à Nancy, on n'est pas à Paris. Voilà, moi, je suis très très bien dans mon collège, vraiment. Et tu disais, t'es la seule prof d'histoire géo. Oui, c'est un tout petit collège et en fait, il y a une dynamique qui se fait quand même dans ce privé où je suis actuellement, qui est vraiment cool. C'est qu'en fait, tous les profs qui sont là, en fait, ils ont voulu être là. En fait, ils sont restés dans une région où ils avaient envie de rester. Moi, j'habite quand même à 10 minutes à pied. Je peux avoir un appartement décent, à un prix décent. Et en fait, la qualité de travail que je peux avoir aujourd'hui en étant pas loin, en étant proche de ma famille, voilà, c'est incroyable. Vraiment, je peux travailler et en fait, j'ai pu clairement, puisque je suis restée dans ma ville, Nancy,
dès ma première année d'enseignement à l'école, au collège, j'ai pu organiser des projets, des sorties scolaires, mais très très rapidement. Que tu connaissais, puisque tu connaissais les lieux. Exactement, j'ai pas eu à déménager. Je suis encore en lien avec mes professeurs de la fac, avec qui j'ai fait des sorties avec mes élèves dans des mines, par exemple, pour la révolution industrielle, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment mais incroyable, et j'ai vraiment un confort, vraiment, je suis privilégiée, clairement. La marge de manœuvre, elle est d'autant plus simple que, étant donné que t'es issu d'ici, t'as pas besoin de faire de déménagement, de rencontrer de nouvelles personnes. Après, les réseaux, tu conserves tes réseaux, finalement. C'est exactement ça. Et puis, franchement, les études, elles ont été vraiment très difficiles. On a tout donné. Partir à Paris, prendre un appartement de 20 mètres carrés pour je sais pas combien. Franchement, c'était vraiment très triste. Après, je suis un petit privé de Nancy. On a vraiment très très peu de moyens. D'ailleurs, on ferme. On ferme. Nos locaux ferment et on va être rattaché à un ensemble, qui est l'ensemble Saint-Léon. Oui, là pour le coup c'est un peu plus gros, Saint-Léon. J'avais très peur qu'il manque de mixité sociale, mais pas du tout. Vraiment, on est reconnu comme un collège qui a beaucoup de mixité sociale, voilà. Donc, je m'y retrouve très très bien. Eh bien, merci à vous deux. Ici, pas de blouse blanche, pas d'ordonnance, mais bien des passionnés en histoire. On est toujours sur Quoi de neuf Docteur avec Pierre Toussaint et Alice MS. Désolé, sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming. Et on va tout de suite enchaîner avec la première pause musicale. Car quand j'étais petit, je voulais faire de la radio pour une seule raison, annoncer une chanson. Malheureusement, il n'existait pas d'études pour faire ça. Du coup, j'ai créé une association dont le seul but est de pouvoir lancer des musiques. Ainsi, chaque invité vient avec une chanson qui représente le mieux pour eux ou elles l'histoire de leur recherche. Et pour commencer, Alice nous propose la chanson Rebetiko, chantée par Mira. Après la chanson, Alice nous expliquera son choix. On l'écoute tout de suite. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Moi je viens d'un pays où le soleil ne se foule pas, où la pluie ne s'arrête pas assez souvent. Moi je viens d'un pays où ça sent le goudron, où on empile nos maisons et on y passe le temps. Moi je viens d'un pays joli comme un mirage, où même les maisons ont la tête dans les nuages. Moi je viens d'un pays qui sent le miel et le citron, où jamais rien ne vieillit, peu importe la saison. J'ai le blues du Rebetiko, le bleu de mon pays est si chaud. Je me sens comme un yuppie, je verse un peu de ouzo et café en boyo ya calor. Moi je viens d'un pays où la foule ne se voit pas, où on sourit par principe quand les mots nous manquent. Moi je viens d'un pays qui ne trouve pas le sommeil, où le pire et les merveilles font la fête ensemble. Moi je viens d'un pays qui a vu tant de batailles, où neige et mer se taquinent dans les bras des montagnes. Moi je viens d'un pays qui sait chanter sa souffrance et qui même en retard est toujours en avance. J'ai le blues du Rebetiko, le bleu de mon pays est si chaud. Je me sens comme un yuppie, je verse un peu de ouzo et café en boyo ya calor. On boit le tasse dans la piscine, on trempe le pain dans l'huile d'olive. Y'a de la musique chez la voisine. On danse dans la cuisine, on trempe le pain dans l'huile d'olive. Y'a de la musique chez la voisine. J'ai le blues
diurética. Le bleu de mon pays est si chaud. Je me sens comme un yuppie. Je verse un peu de ouzo. Et c'était donc Mira pour Rebetiko. Pourquoi t'as choisi cette chanson, Alice ? Alors Rebetiko, c'est un style musical grec qui est apparu dans les années 20. Ça veut dire un petit peu le style du Pirée. Voilà. Et donc j'ai choisi cette musique puisque mes parents m'ont emmené en Grèce pendant des années. On y va presque tous les ans. Beaucoup de chance. Et on aime que ça, en fait, comme pays. Voilà. Et c'est ce pays-là qui m'a donné envie d'être prof d'histoire et aussi de géographie, puisque quand j'étais petite, elle m'emmenait, ma mère et mon père, sur les pierres, sur les temples. Moi, j'en avais marre, j'avais chaud, j'avais envie de manger, j'avais envie de faire pipi. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était bien. Et on avait également, en 2015, la crise migratoire qui nous a vraiment... bouleversé, qu'on a vu vraiment de notre propre yeux quand on est allé en Grèce. Et tout ça, ce sont des sujets qui m'ont touchée en étant au collège, au lycée, et qui ensuite m'ont permis de m'intéresser à l'histoire géo et de voir être prof. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Je propose un deuxième fun fact, qui est pas si fun que ça, mais qui est très fact. Très fact. Qu'est-ce que la didascalénophonie? Voilà. Didascalénophonie. Tout à fait. C'est la peur des didascalies. C'est pas phobie à la fin. Phonie. Alors attendez, je redis le bon truc, si vous le voulez, mais je ne le retrouve pas parce que je suis déjà sur l'article. Ah, vas-y. Et ben voilà. La didascanophonie. Ah, phobie. On finit par phobie. Ouais. C'est pas phonie. C'est une peur, en effet, c'est une peur. Et pas la peur des didascalies. Enfin, parce que non, c'est pas la peur des didascalies, je vous le confirme. C'est la peur du théâtre. Oui, c'est ça. Les didascalies, c'est les parenthèses les apartés, pour le lecteur. Ouais. C'est ça. Enfin, les cours de français datent la peur de s'exprimer. Non. Okay. Pardon, des fois je suis un peu dédaigneux dans ma manière de répondre, c'est pas du tout contre vous. Si. Mais on est sur quelque chose de la peur. C'est une peur. Oui, c'est cohérent. Le fait que ce soit phobie. Ouais, à la fin, ouais. Oui, c'est phobie. Didascalénophonie. La peur d'être sur une scène. Ah. La peur d'être sur une scène. Oui. Non. Pardon. Il a dit qu'il était ça n'a rien à voir avec le théâtre, du coup. Non, on reste vraiment sur la... Mais j'ai jamais dit que c'était le théâtre. Parce que là, on reste sur la didascalie. Peur d'avoir un masque. La peur du carnaval. Ah, c'est tout à fait ça, c'est fou. Non. J'y ai cru. 2 fois, ça aurait été 2 fois. Non. Toujours aussi dédaigneux. Non, mais ça aurait été dingo que genre une peur du carnaval. Ouais, le mec, il va à Remiremont, c'est bon, c'est fini. Il y a un gros carnaval à Remiremont. Ouais, oui, très connu, le carnaval vénitien. Le carnaval vénitien. Ouais, non, pardon. C'est le seul truc qui se passe à Remiremont de l'année. Mais non. Il y a aussi... Bon, il y a toujours un lien avec les chats, non? Non. Oh, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas toujours des liens avec les chats. Et il n'y a pas toujours des liens entre les questions, tout simplement, en fait. Est-ce que c'est une peur qui est relativement fréquente, tu dirais que... Alors, ça concerne 1 à 3% des personnes concernées. Ok. Du corps social concerné, il y a 1 à 3%. D'accord, donc c'est quelque chose de particulier. Mais qui est assez connu sur un autre nom. C'est pas quelque chose tiré par les cheveux. C'est la peur d'un son, de quelque chose? Peur de se faire tirer par les cheveux. Les bruits de bouche? Non, ça c'est un autre mot. Peur des bruits de bouche? Ouais. Non, mais j'imagine la personne qui aurait peur des bruits de bouche. Je suis sûr que ça existe. Oui, non, il y en a beaucoup. Non, mais tu peux être dégoûté par les bruits de bouche. Ça peut t'énerver, mais avoir peur, ouais, ça c'est... T'es misophone, ça c'est les personnes qui effectivement oui, voilà, c'est pas ça, les c'est bruits. La misophonie, oui. Ouais. Misophonophobie, non, je sais pas. Mais ça nous aide pas du tout sur la didascano askénaze, quoi. J'ai envie de te le faire redire, s'il te plaît. Eh bien, je vais le redire. La didascaphobie. Didascalénophobie. La peur des longs mots, des mots très alambiqués. Oui, ça existe. C'est un truc parodique, mais... La peur d'articuler quand on parle. C'est en effet ma peur, mais non. Tu dis c'est quelque chose... Est-ce que c'est contagieux? C'est pas drôle. Hein. C'est pas trop drôle. Ouais, c'est pas très drôle. Et vous avez pu le rencontrer, je pense, dans votre vie. C'est pas quelque chose de fou, quoi. Enfin, de fou. Si, c'est fou, mais c'est une peur du quotidien.
C'est une peur pour ce corps social-là, c'est en effet quelque chose qu'ils font quotidiennement. D'accord. Corps social. Un corps social, c'est un groupe. La quoi, un peur groupe de sortir personnes. de chez soi. Non, c'est la Alors, agoraphobie, ça. Ouais. on est dans cette idée-là. Ah. Ça va être un symptôme, mais sur. La peur de se lever de son lit. Oui, mais pour qui? De voir des gens. Non. Pour qui? Franchement, on est sur le bon chemin, mais ce qu'il faut que vous trouviez, c'est qui a cette peur-là de se Papy, lever. mamie. Non. On est Très précis. Les enfants. les enfants, et c'est du coup. Les bébés. Non, c'est les enfants. D'accord, Les les enfants enfants. ont peur, Des peurs De sortir parce qu'ils ont. Les envie de faire enfants caca. ont peur de sortir parce que ils ont. Ils sont. Non, tu sais, c'est le Mais- truc. mais T'as c'est- peur de sortir parce mais- que t'es encore en pyjama. Tu sais, Non, mais dans ton rêve. ils ont, en fait, c'est un symptôme qu'ils sortent pas de chez eux. Mais pourquoi ils veulent pas sortir de chez eux? Ah, c'est la Ah, phobie il faut scolaire. pipi au lit. C'est c'est la phobie scolaire, en effet. Ah non, horrible. La phobie L'un scolaire peut lier à qu'on l'autre, appelle d'accord. aussi voilà, Dida, Didascano, qu'on appellera Dida, Ok. La Dida. ou phobie scolaire, ou refus scolaire anxieux, Et est donc, un effectivement, phénomène c'est pas du tout complexe. fun, quoi. C'est pas du tout Ah, fun, mais Ouais. parce que c'est le thème de l'émission. Pas de mais pas de 3%, fun, mais 3% de la population, ça me paraît quand on même parle, peu. Hein. on Ouais. parle aujourd'hui qui sont Diagnostic. diagnostiqués. en tout cas, oui. 1 à 3% d'enfants ou d'adolescents atteints de la phobie scolaire. Mais de manière plus large, une étude américaine a montré que 25% des élèves seraient un jour touchés de manière plus ou moins forte. Je vais Voilà. rajouter ce mot dans ma liste de mots nouveaux Ouais. à utiliser pour. Alors, Et tu pourras le faire en c'est- début de séance. très Alors, la bien. Didascano Léon. Le but, ça sera de le prononcer sans trébucher sur Mhm. une syllabe, ça sera incroyable. Et la question qui suit aurait pu être, est-ce que vous aussi, vous avez eu peur de l'école? Mais pas du tout. Parce qu'à nouveau, je mets les questions avec les fun facts et les deux sont pas liés. Et du coup, la question était, on peut lire parfois sur des comptes de professeurs. Il y en a des très connus sur les réseaux sociaux, monsieur le prof, enfin monsieur l'ex-prof. Ouais, monsieur aujourd'hui, l'ex-prof. dont on a des vues très contradictoires avec Pierre. Mais ce genre de profil-là disent souvent que bah voilà, les profs en salle des profs sont pas contents de comment ils ont été formés, sont pas contents de comment ils sont encore formés. Et du coup, ma question était, qu'est-ce que vous pensez de la formation de profs? C'était une très longue transition. C'est une belle bombe, un sujet bien complexe. Est-ce qu'on a eu la phobie de notre formation? Non, Je commence? vas-y. Allez. Alors, ça a été très dur, surtout le master 2, puisque moi j'étais EPR, donc étudiant en parcours responsabilité. Ça veut dire que j'avais 6 heures de cours par semaine avec 2 classes. En plus de la formation. Hein. Oui, oui. En plus d'être à la fac, donc de préparer le concours, de préparer toutes mes questions d'histoire, de géographie pour Et les ça se écrits et rajoutait les au oraux. stage ou pas? Non, c'était vraiment mon Ok. stage. En fait, j'étais vraiment sous responsabilité. J'étais vraiment prof. Je devais être au conseil de classe. Ok. Vraiment, j'étais leur prof. Et j'avais également une tutrice. Je faisais également mon mémoire. Voilà, tout ça dans une même année. Plus le concours. Oui, toujours. Hein. Donc, préparation de concours. Plus les chevaux. Voilà, étudiante, parcours le chat. responsabilité. J'étais également à l'INSPE, donc pas des cours d'histoire géo, vraiment des cours de comment on est prof, qu'est-ce qu'on met dans les bulletins, comment on répond Je à suis un vraiment en parent. cours de qu'est-ce qu'on met dans le bulletin. Ouais, par exemple, on faisait des... Parce que moi, j'étais vacataire hein, quand ouais, j'étais prof. on faisait 4 heures de Ouais. travail, une matinée, pour dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait comme appréciation Ok. pour des élèves. De la Voilà. didactique, de la pédagogie. Voilà. Aussi, Voilà. Donc ça a été très très difficile. Je suis plutôt très satisfaite de l'enseignement d'histoire, de géographie. Honnêtement, aujourd'hui en collège, c'est très très facile en fait de l'histoire, de faire de l'histoire et de la géographie. J'ai tellement un niveau universitaire que c'est très très simple. Après au lycée avec la spécialité, je pense que là ça y va un peu plus. Hein. Mais niveau collège pour l'instant, je m'en sors. Par contre niveau enseignement moral et civique, on a eu beaucoup de formations sur la laïcité, mais il y a plein d'autres choses. Ouais. Sur la justice, et on nous demande tellement de choses, vraiment de voir vraiment de tout. En plus, il y a les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique là récemment. Vraiment, j'ai l'impression d'être prof de droit. Vraiment, on a un nouveau passeport aussi à faire aux élèves. Prof de droit et d'éthique hein, aussi Ouais. d'ailleurs. C'est vrai que c'est... Les élèves de 4e doivent passer une nouvelle formation entre guillemets. Ça s'appelle EducFi, Finance. Voilà. Éduc finance. Je te jure. Et c'est à vous de le faire. C'est à nous de le faire. Souvent prof d'histoire géo. Les yeux Bah, de parce Pierre viennent que- de se lever au ciel, ils ont Oui. dépassé ses cheveux. Alors moi, non je mais suis- c'est quelque chose qui m'est. Ouais. Moi, si j'ai un combat dans ma vie, Ouais.
c'est ces publications Facebook. J'ai beaucoup de combats autour de publications Facebook qui sont ce qu'on aurait dû voir à l'école, et notamment comment on fait les impôts. Ça, lire une fiche d'impôt, ça qu'est-ce que ça mais alors, les impôts, pareil, c'est au nouveau programme de MC. Bah oui, en 5e, par contre. En 5e, je pense qu'ils ont moi, je propose en 6e la lecture d'une fiche de paie. Voilà, juste comment surtout de l'éducation nationale. Et sache que, voilà, en 4e, c'est EducFi. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas été formée à ça. Ils nous ont balancé un PowerPoint, éducation nationale. Mais moi, j'ai acheté mon appartement à ce moment-là. Donc, sympa, j'ai réussi à leur faire quelque chose. Vraiment, on voyait un salaire, vraiment un solde négatif, positif. Alors, je suis enseignant en 4e et j'avoue, je sais pas si c'est parce que Créteil, on arrive en dernier, mais j'ai pas eu écho du tout de cette formation. Alors, c'est moi qui m'en suis rendu compte. D'accord. Je t'avoue qu'il fallait qu'on fasse ça et je l'ai informé ma chef d'établissement. Je vais apprendre à lire tout ça pour moi-même, pour ensuite l'enseigner. Mais à la limite, ça pourrait plus aller avec des maths, puisque c'est un autre débat. Mais... Ouais, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'enseignement secondaire, le professeur d'histoire géo, c'est le couteau suisse. C'est celui à qui, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, le MI, c'était l'enseignement aux médias et à l'information. On a donné ça au départ aux professeurs dans les CDI, mais en final, c'est plutôt les professeurs d'histoire géo qui vont en avoir l'apanage à partir des nouveaux programmes. On change sans arrêt nos prérogatives. Et tout ne se vaut pas du point de vue des formations. Toi, tu as fait 2 ans de Master MEF, donc d'INSPE. Moi, je suis ce qu'on appelle le grand relégué, c'est-à-dire que j'étais en prépa. Et une fois que j'étais enseignant, j'étais en 9 heures en enseignement et 9 heures en INSPE. En fait, pour rattraper en un an ce que les autres étudiants font. Justement, c'était une question qu'on s'était posée. Pourquoi t'as fait un master recherche? Et est-ce que ça n'a pas été handicapant finalement de faire un master recherche? Alors ça, c'est en général des sujets de taquinerie entre ceux qui font master MEF et ceux qui ne le font pas. Moi, je suis de l'école à considérer que ceux qui font master recherche réussissent bien mieux le CAPES que les autres. Pourquoi ça? Parce que déjà, d'un point de vue estudiantin, c'est qu'on a déjà 2 ans d'expérience de plus. Master donc recherche. Un peu plus mature, Il y a une maturité qui fait que moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé avec des étudiants qui sortaient de licence et qui étaient très scolaires. Il fallait absolument réussir tout. Les fiches, le mémoire, être PA ou EPR, le concours. Et en fait, je leur disais, il faut faire des choix, et faire un choix, c'est avoir le concours à la fin. Et nous, on sortait d'un master recherche pendant le Covid, dans mon cas, où je savais opérer des choix, je savais faire de la recherche, je savais chercher dans une bibliographie. Et ça, le jour des oraux à Châlons-en-Champagne, parce que c'est là-haut que les professeurs d'histoire géo, les futurs professeurs d'histoire géo vont passer les concours, on se rendait compte que ceux qui ont fait recherche avaient une avance non négligeable. Une méthode. Mais le problème, c'est que, et c'est un des problèmes de notre formation, c'est que nous, on n'a pas suivi les cours d'INSPE, donc il faut le payer, on les rattrape une fois qu'on est stagiaire. Donc c'est 9 heures en enseignement et 9 heures en INSPE. Et parfois, c'est des formations... moi, j'ai le souvenir d'une formatrice qui est venue avec des spaghettis et qu'elle nous a demandé de faire des tours de spaghettis pour faire un travail de cohésion d'équipe. Et nous, on arrive à 8 heures du matin, on a des copies à corriger et on a ça devant nous, du scotch, des élastiques et des spaghettis. Ouais, je comprends l'idée. C'est très team building. C'est ça, c'est du team building entre enseignants. Donc pour répondre à la question, vous avez le sentiment que sur les fondamentaux, vous avez été bien formé sur ce qui est histoire et géographie. Ah oui, ça c'est clair. En fait, moi je pense qu'on est d'accord sur le fait que toi et moi, ça nous a beaucoup formé à bien chercher, vraiment à être par nous-mêmes. En fait, moi ça m'a formé déjà à survivre, de faire plein de choses en même temps et de les faire bien, parce que pas le choix en fait, il faut survivre. T'es obligé. Donc ça m'a appris ça. Ça m'a appris aussi à avoir quand même confiance en moi sur mes recherches, sur ce que je dois faire, etc. Donc c'est plutôt bien, mais c'est sûr qu'il y a des manquements, et comme tu dis, avec tes histoires de spaghettis, il y avait des choses qu'on voyait à l'INSPE. En 4 heures, je me suis dit, allez, en 1 heure, ça aurait pu être bouclé quand même. C'est ça. Et je rappelle que tu dis, faire des choix, enseigner, c'est renoncer. Ça veut dire que nous, dans notre métier, c'est au cœur du travail, il faut faire des choix. On n'a pas le temps de tout faire. Pour expliquer, les programmes sont conçus pour être 2 fois plus longs que l'année scolaire. Et en même temps, c'est le but, c'est que tu dois choisir, te dire, tiens, il y a 3 options, j'en prends 2. Voilà. C'est normal. Enfin, c'est prévu comme ça. Et donc, forcément, tu te dis, est-ce que je parle de ça, puis de ça? Enfin, c'est des arbitrages à faire un peu en permanence. Quand on est enseignant, on a ce qu'on appelle une programmation. C'est-à-dire que sur l'année,
année, on doit savoir de manière assez millimétrée combien de temps un chapitre va durer. Sauf que les programmes sont en extension permanente. Chaque année, on nous rajoute des choses. Je rappelle que c'est la première fois qu'en AGGSP, cette année, on a supprimé une partie du programme en spécialité, histoire, géographie, parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était complètement intenable. Et si on reprend l'histoire de l'EMC, au lycée, l'EMC, c'est pas supposé être enseigné par des professeurs d'histoire géo. Tout le monde peut l'enseigner. Techniquement, c'est nous. Mais au lycée, l'enseignement moral et civique peut être donné à des enseignants d'anglais ou de philosophie. Je sais pas toi, mais je parle peut-être d'un autre sujet, je m'excuse, mais même quand il se passe quelque chose dans l'actualité, voilà, politiquement, ou même parfois des grosses violences, voilà, récemment, il y a un enfant qui a tué un autre là, avec les coups de couteau, et en fait, c'est toujours à moi qui dois faire 5 minutes pour en parler, pour voir avec les élèves. Professeur d'histoire-géographie et le décrypteur de l'actualité. On est le garant moral de ce qui se passe dans le monde, effectivement. Et souvent, c'est parce que les enseignants sont un peu frileux. Moi, j'ai le souvenir d'une discussion avec une professeure d'anglais qui me disait, quand j'étais au lycée, je refuse de prendre de l'EMC parce que je me refuse d'avoir des discussions un peu touchy. Des fois, il y a des sujets, c'est pas agréable. Moi, c'est pareil. Moi, je parle de Samuel Paty tous les ans, et moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, ouais, c'est bon, au bout d'un moment. Moi je me souviens d'être arrivé en plein milieu d'une rep au moment du décret Attal sur le port de l'abaya, donc forcément dès qu'il y avait cette discussion sur la laïcité, ça revenait, il faut désamorcer, il faut être armé, et c'est pas les formations INSPE qui nous arment là-dessus. Donc REP, réseau d'éducation prioritaire. Voilà. Moi, typiquement, j'étais prof pendant les attentats de 2015. Voilà. Et là, il y a besoin de décryptage, il y a besoin d'explication, parce que on a l'impression que ça sort de nulle part, et donc il faut expliquer. Et donc c'est le rôle aussi du professeur d'histoire-géographie de mettre en perspective l'histoire et la géographie. Je vous propose qu'on continue. Vas-y. Non pas que ça ne soit pas intéressant, mais de toute façon, ça va être le débat du jour. Donc on va revenir dessus. Quoi de neuf, docteur? En partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire, sur RCF en Lorraine. Des historiens, des anecdotes et aucun traitement sur les rhumatismes de la hanche, c'est toujours Quoi de neuf, docteur sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming avec Pierre Toussaint et Alice MS. Je n'y arriverai jamais, c'est le running blague de cette émission. Peut-être que vous vous en souvenez quand vous étiez jeune de ce site Copains d'avant que utilisaient vos parents ou vos grands-parents, qui permettait de retrouver son amoureux de 5e B. Sur ce Facebook d'un autre temps. Nous avons décidé de faire la même chose avec le jeu Prof d'avant. Pierre, je te laisse expliquer les règles. Voilà, c'est tout simple. Devinez quelle personnalité a été enseignante se trouve derrière la description que je vais donner. Bon, l'idée c'est que ce soit des personnes un peu étonnantes, parce que si je vous dis qu'Albert Camus était professeur de lettres en Algérie, ok. Simone de Beauvoir, professeur de philosophie, oui, ok. À Marseille. Mais bon, voilà, ça va être un peu plus difficile, et je prends ma meilleure voix de Julien Lepers. C'est parti. Ancien professeur d'économie, j'ai continué à enseigner jusqu'en 2008 malgré 2 millions de romans vendus, des traductions en 24 langues et 2 adaptations cinématographiques. Dan Brown. Non. Romancier et auteur le plus lu en France depuis 20 ans, j'ai été professeur de sciences économiques et sociales au lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg et ensuite jusqu'en 2008 au Centre international de Valbonne, Sophia Antipolis près de Nice. Qui suis-je? L'auteur le plus lu en France depuis 20 ans. Guillaume Musso. Guillaume Musso est une bonne réponse, bien joué. Il était prof. Exactement. Mon Dieu. Célèbre acteur états-unien, j'ai été éducateur en Suisse après le lycée, j'ai enseigné la gymnastique à l'American College. J'étais donc déjà sportif avant de jouer un boxeur, mais l'enseignement, ce n'était pas ma guerre. Stallone. Évidemment, Sylvester Stallone, entre autres carrières. Qui était prof de quoi? Professeur, c'est expliqué, éducateur de britannique. Sport, quoi. Non. En 1978, j'entreprends des études de physique quantique à l'université de Leipzig. J'obtiens mon doctorat, puis je travaille à l'Institut de physique-chimie de l'Académie des sciences de RDA jusqu'en 1990, date à laquelle je deviens membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne. Angela Merkel. Et je suis élu au Bundestag l'année suivante, Bundestag. Je gravis les différents échelons politiques jusqu'à devenir chancelière, et je suis évidemment Angela Merkel. Bien joué. Je nais en Afrique du Sud en 1892, et très tôt, j'ai le goût de la lecture et de l'écriture. J'apprends le grec ancien, la philologie et les grands auteurs britanniques. Je poursuis des études littéraires, puis je suis engagé dans l'armée en 14-17. Revenu de la guerre, je deviens professeur assistant de littérature à l'université de Leeds, puis professeur en 1924. À cette époque, je réalise un glossaire, un Middle English Vocabulary, le vocabulaire du moyen anglais, quoi, en gros. Et je publie des poèmes, puis à Oxford, où j'écris notamment un livre appelé Le Hobbit. Tolkien. Je suis J.R.R. Tolkien. Tolkien est né en Afrique. En Afrique du Sud. Oh, d'accord. Voilà. Je le découvre.
J'étais professeur dans un collège. J'ai très vite arrêté ce métier car je ne parvenais pas à tenir une classe. J'ai raconté dans une interview avoir dû frapper un élève de 15 ans, mais pour une bonne raison. Parce François Bayrou, non, c'est pas lui, c'était un autre. Parce qu'il m'avait menacé avec un couteau. J'ai cessé d'exercer par la suite, mais dans ma carrière cinématographique, je suis connu pour les vengeances mises en scène dans mes films. Donc vous l'aurez compris, il faut pas me chercher, sinon je vais vous trouver. Pierre Ninet ? Non. Arnold Schwarzenegger ? Non. Non, vraiment les films de vengeance. Enfin, tu vois le truc de faut pas s'en prendre à moi, quoi. Matt Damon. C'est pas Matt Damon, non. Dans Taken ? C'est Liam Neeson ? Et on est exactement C'est sur Liam Neeson qui était professeur dans un collège, tout à fait. Il n'arrivait pas à tenir une classe, lui ? Taken, enfin genre... Alors, il arrive à menacer les grands pègres états-uniens, mais il n'arrivait pas à gérer une classe comme quoi. Voilà. Et donc c'était pas Keanu Reeves avec Puis il a John tenu Wick. quand même un camp de concentration, non ? Ah non, c'est lui qui a fait la liste. Voilà. Pardon. Non, J'ai confondu les deux acteurs. Ensuite, j'ai enseigné l'anglais à Porto, au Portugal, puis le français en Écosse, tout en terminant l'écriture du premier tome d'une saga. L'argent gagné après la publication de celui-ci m'a permis de quitter l'enseignement et de développer mon univers magique à travers J.K. Rowling. C'est J.K. Rowling, évidemment. Après avoir étudié les lettres modernes et les sciences politiques, j'ai travaillé comme informaticien et enseignant avant de me consacrer pleinement à l'écriture. Mes romans sont souvent sombres, désenchantés et provocateurs, traitant de sujets tels que la solitude, le désespoir, l'aliénation et la décadence de la société occidentale. J'utilise une écriture ironique pour explorer des thèmes difficiles tels que la mort, la sexualité et la religion. Je vais dire Nietzsche, mais non. Non. En plus sombre. C'est une femme ou un homme ? C'est un homme. De notre époque ? De notre époque. Si. Des polars. Polar, pas forcément. J'allais dire Michel Houellebecq, mais non. C'est Michel Houellebecq, d'accord. Réponse, Pour moi, il y a Nietzsche et Michel Houellebecq. Ça sera le titre de cet épisode. Ils sont vraiment au même niveau de C'est vraiment le nihilisme. Suivante, titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un CAPES de lettres modernes, je suis professeur de français à Paris, puis à Strasbourg, avant de retrouver ma ville natale d'Amiens. Je décide de mettre un terme à ma carrière d'enseignante lorsque mon mari est nommé ministre de l'économie sous François Hollande. Ségolène... Non. Non, bah non. Le ministre de l'économie sous François Hollande, qui est actuellement président de la Emmanuel République. Macron. Oui, et donc sa femme, c'est Brigitte Macron. Brigitte Macron était professeure, on a tendance à l'oublier. Et en fait, c'est au centre de l'histoire, évidemment. On n'a pas du tout tendance à l'oublier. Mais non, mais voilà, mais c'est maintenant, elle n'est plus professeure. C'est elle qui choisit les ministres de l'éducation. Professeur d'anglais dans un lycée public du Maine, je vis dans une caravane, mais je continue d'écrire le soir et le week-end. Je quitte l'enseignement à 26 ans après le succès de mon premier roman. J'ai une fascination, c'est peut-être pas son premier d'ailleurs. J'ai une fascination pour le titre Mambo No. 5 de Lou Bega, et on va l'écouter tout de suite. Non, pas du tout. Et je suis accessoirement maître de l'horreur, du fantastique et du Stephen King. Stephen King, exactement. Stephen King, ouais. A une fascination absolue pour le titre Mambo No. 5 de Lou Bega. Et il était professeur de quoi ? Professeur d'anglais. De musique. Et le dernier, après 2 ans et demi au poste de barman, ma réputation de handballeur me motive pour une formation d'entraîneur. J'enseigne le sport en meneur d'hommes. Je réussis à mettre les élèves dans ma poche par mon investissement et mon enthousiasme. Je quitte l'éducation nationale pour revenir au bar à Troyes, sur les planches où je peaufine mes premiers sketchs avec mon ami Tex, où je suis connu pour... qui est l'ami de Tex, qui était professeur de sport. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'éducation physique et sportive. Un humoriste, aujourd'hui très reconnu. Alors, on parle de texte, le texte. Les amours. Oui, d'accord, le présentateur des amours. D'accord. Qui est son grand ami. Son grand ami. Mais déjà. Et également un fin philosophe, fin analyste de la vie politique actuelle. Ouais, je pense à Alain Finkielkraut, mais non, j'imagine mal le duo. Plus subtil, plus délicat, plus raffiné. Pascal Pro ? Non, plus. Non, c'est un humoriste vraiment. Ah, c'est un humoriste. Vous n'avez pas ? Non. L'humoriste le plus fin, le plus raffiné, enseignant de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, Jean-Marie une Bigard. très bonne réponse. Bien joué, bien vu. C'était une très bonne réponse. Et on va s'arrêter là-dessus. Ils auraient pu aussi être cités Sting de The Police, Brian May de Queen, qui était en astrophysique, Nicole Ferroni, qui était agrégée en SVT, Enrico Macias, qui était instituteur en Algérie, Michel Leb, professeur de philosophie, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il a été prof ou surveillant, mais il a été dans l'éducation nationale. Barack Obama a enseigné le droit constitutionnel. Georges Pompidou aussi, un président de la République. Georges Pompidou, il était professeur de lettres. Il a été banquier quand même aussi. Hein. Personne n'est parfait. Hugh Jackman qui donnait des cours de sport, Hillary Clinton, une des femmes professeurs à l'université de l'Arkansas où elle enseignait le droit criminel dans les années 70. Voilà, ils étaient profs, c'était profs d'avant et on a un peu oublié. Eh bien, merci Pierre.
je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour commencer un débat qu'on aurait dû commencer maintenant avec la question est-ce qu'il n'y a pas trop de vacances pour les profs, non? En tout cas, merci à Pierre et à Alice pour cette première partie. Le débat ne sera pas ça, bien entendu, la semaine prochaine, vous imaginez bien. On se retrouve sur RCF et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Antoine au montage, merci à vous public, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.